Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils sont morts en héros, abattus par des criminels surarmés alors qu'ils ne faisaient que leur travail. Fabrice Moello, 52 ans, Arnaud Garcia, 34 ans, tous deux agents pénitentiaires ont été tués il y a un an, jour pour jour, au péage d'Incarville dans l'Eure, lors de l'évasion spectaculaire et violente de Mohamed Amra. 3 de leurs collègues ont été blessés. Eux n'ont pas survécu, mais leurs proches font tout pour entretenir leur mémoire. Europe 1 a pu rencontrer le père d'Arnaud Garcia, entretien signé Théo Grévin. Il a toujours été souriant, toujours. J'étais très fier de lui, c'est sûr. Dans son bureau d'adjoint au maire d'une petite commune normande, Dominique Garcia affiche un sourire triste quand il évoque la mémoire de son fils Arnaud. Il a jamais fait la gueule à quelqu'un, il avait aucun ennemi. Non, il était très bien et puis il s'éclatait vraiment dans cette profession. Une profession dangereuse, reconnaît cet ancien gendarme, pourtant loin d'imaginer qu'une telle attaque pouvait se produire en France. Il était venu pour tuer, même si M. Amra a dit que c'était pas prévu. Quand on vient avec des kalachnikovs, c'est pas pour jouer aux policiers et aux voleurs. Le narcotrafiquant arrêté seulement 9 mois plus tard, un soulagement pour les familles qui attendent une chose, le procès de Mohamed Amra et ses complices. Moi, le plus important, c'est de voir la tête du tueur de mon fils. Je veux vraiment savoir s'il a l'honnêteté de demander pardon aux familles des victimes, surtout. Des excuses attendues, mais une vie brisée qui tourne désormais autour de la fille d'Arnaud Garcia, née quelques mois après l'attaque. On fait tout, on garde tout pour que sa fille sache que son père est mort en héros et qu'elle peut être fière de son papa. Je préfère qu'elle pense que papa est mort en héros que dire papa a été abattu par un salopard. Un héros mort pour la nation. Une plaque avec cette inscription sera d'ailleurs bientôt dévoilée dans la commune où vivait Arnaud Garcia. Théo Grévin, les familles d'Arnaud Garcia et de Fabrice Moello rencontreront cet après-midi Emmanuel Macron à l'occasion d'un hommage au centre pénitentiaire de Caen. Une plaque en mémoire des 2 agents sera par ailleurs dévoilée au péage d'Incarville. Et Emmanuel Macron, auparavant, va inaugurer ce matin à Nanterre un nouvel état-major interministériel de lutte contre la criminalité organisée. Ce sera le bras armé du parquet national anticriminalité dont la création vient d'être validée par les députés. Objectif, piloter la stratégie de lutte contre les violences criminelles en France. Un engrenage meurtrier qui a fait 525 victimes, dont 110 morts l'année dernière lors de fusillades entre délinquants. William Molinier, c'est une information Europe 1. Vous vous êtes procuré une note de la police judiciaire qui alerte sur un niveau très préoccupant de ces violences. Oui, la France dépasse la Belgique et les Pays-Bas en nombre de morts, alors même que ces 2 pays concentrent une densité de groupes criminels bien plus importante que dans l'Hexagone. Entre 2021 et 2024, les assassinats et tentatives d'assassinat ont augmenté de 33% en France, avec cette particularité que le nombre de villes touchées par ce phénomène explose. 144 communes en 2021, 173 villes recensées l'année dernière. Selon cette note de la PJ, les auteurs sont de plus en plus jeunes. 23% des enquêtes élucidées impliquent des tueurs à gages de moins de 20 ans rémunérés jusqu'à 20 000 euros par contrat. Ils sont généralement recrutés sur les réseaux sociaux et ont de plus en plus recours au kidnapping et à la torture. Autre nouveauté, la menace s'accroît sur les magistrats, avocats, personnalités politiques ou journalistes. La criminalité organisée cherche délibérément à instaurer un rapport de force avec l'État, conclut cette note, à l'image de la trentaine d'individus soupçonnés d'avoir lancé la récente vague d'attaques sur les maisons d'arrêt et au domicile de surveillants pénitentiaires. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et Emmanuel Macron continue donc d'occuper le terrain ce matin après sa prestation télévisée d'hier soir. Plus de 3 heures de débat sur TF1 en direct, un exercice inédit, hors format, pour répondre aux questions des Français sur les défis du pays. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Le chef de l'État fait face à plusieurs intervenants hier soir sur un large panel de thématiques, l'Ukraine, la réforme des retraites, la dette publique, l'insécurité. 2 ans avant la fin de son mandat, on peut le dire, le président a souvent eu du mal à défendre son bilan, Alexandre. Oui, après 8 ans de mandat, difficile pour Emmanuel Macron d'esquiver certains échecs. Les 1 000 milliards de dettes créées depuis 2017, par exemple, c'était face à Agnès Verdier-Molinier. Pendant 2 ans, nous avons su baisser les impôts et maîtriser la dépense publique. 2 ans sur 8. Ensuite, on a été confronté à des crises historiques, mais je veux bien, j'ai essayé de faire de mon mieux face à ces crises. Quelques minutes plus tard, Robert Ménard le confronte à sa promesse de 15 000 places de prison supplémentaires promises en 2017, et non seulement un tiers ont vu le jour. Il y a les prisons, les hôpitaux, les écoles, nos services publics. Voilà, donc j'essaie comme vous, à votre niveau, comme chacun de nos élus qu'on est, de bouger les choses. Vous êtes le chef de l'État. Oui, mais je suis pas... Il n'y a pas un président dans le monde occidental qui a autant de pouvoir que vous. Sur l'immigration, enfin, malgré les 500 000 entrées légales chaque année, le chef de l'État assume une stratégie de répartition des migrants.
On les met toujours dans les mêmes communes. Et donc, on a besoin, aujourd'hui, si on veut mieux intégrer, de mieux répartir l'effort. On pourrait peut-être moins recevoir des gens. Voilà, et puis sur l'explosion de l'insécurité et du narcotrafic, le président évoque des phénomènes récents auxquels il promet de faire face d'ici la fin de son mandat. Et alors, à la fin de l'émission, Alexandre, une petite phrase du chef de l'État a retenu l'attention d'Europe 1 quand le chef de l'État a évoqué son avenir après 2027. Oui, interrogé sur sa volonté de se représenter ou non en 2032, Emmanuel Macron n'exclut pas l'hypothèse, mais botte en touche. Non, moi je vais vous dire, je suis le premier président qui n'a pas le droit constitutionnellement de se représenter. Ça n'est jamais arrivé. Quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite et à ce moment-là, je pourrais vous répondre. Mais aujourd'hui, j'y ai pas réfléchi. Emmanuel Macron concentré donc sur les 2 ans de mandat qui lui restent avant de quitter l'Élysée, au moins pour 5 ans. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. L'avenir de l'autoroute A69 va se décider aujourd'hui. Le Conseil d'État doit se prononcer sur la validité du projet entre Castres et Toulouse. Près de 3 mois après l'arrêt du chantier sur décision de justice, une suspension des travaux qui coûte jusqu'à 200 000 € par jour. L'État mise donc surtout sur la Cour administrative d'appel de Toulouse, saisie pour lever la suspension du chantier. L'audience doit avoir lieu le 21 mai prochain. Et puis à l'heure qu'il est, il y a une semaine exactement, les 133 cardinaux électeurs s'apprêtaient à entrer en conclave, celui-là même qui mena à l'élection de Léon XIV. Ça semble déjà il y a une éternité, tant le nouveau souverain pontife a vite pris ses marques. Son calendrier est chargé. Il pourrait rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ce dimanche. Et le dimanche suivant, le 25, il célébrera son second grand service, non pas à la basilique Saint-Pierre, mais à Saint-Jean-de-Latran, au lieu du catholicisme qu'a visité l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Elle est considérée comme la mère de toutes les églises. En plein cœur de Rome, des pèlerins passent ébahis la porte de Saint-Jean-de-Latran. C'est la basilique de l'évêque de Rome, autrement dit de Léon XIV, et ancienne résidence des papes. Patrick Valdrini est chanoine du Latran. Ils sont restés là du IVe siècle jusqu'au XIVe siècle. Quand ils sont installés au Vatican, une fois que le pape était élu, il venait immédiatement au Latran pour prendre sa cathèdre, prendre possession de la basilique. La cathèdre, ce grand fauteuil de marbre blanc installé dans l'abside de la basilique où seul l'évêque de Rome peut s'asseoir. C'est ainsi qu'il manifestait qu'il était à la fois, évidemment, pape, c'est-à-dire ayant une juridiction internationale, et aussi, avant tout, évêque de Rome. Or, aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et pour Léon XIV, la basilique est peut-être encore plus symbolique que pour ses prédécesseurs. C'est là où est inhumé Léon XIII, dont il se revendique héritier. Patrick Valdrini. Au cours de la messe qu'il va célébrer, fort à parier qu'il viendra voir la tombe de Léon XIII. Vous avez vu l'hôtel qui est là, il y a la cathèdre et Léon XIII est à 5 mètres. C'est aussi à Saint-Jean-de-Latran que le nouveau pape devrait signer ses premiers décrets. Rome, Wilfried de Villers, Europe 1. Et puis le Festival de Cannes a ouvert hier soir, le festival de cinéma bien sûr. Eh oui, l'acteur et réalisateur américain Robert De Niro y a reçu une palme d'or d'honneur des mains de Leonardo DiCaprio. Coup d'envoi d'une quinzaine de films, de fêtes, de luxe et de paillettes. Reportage du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Première montée des marchés, premier frisson hier soir pour les fans de cinéma et groupies de stars. Thierry Frémaux, le directeur du festival, une fois il nous a dit « Vous êtes l'âme du festival, le gang des escabeaux ». Durant 10 jours à Cannes, il n'y a pas que des films qui sont projetés. On est au marché du film. Moi, je suis la chef hôtesse des points info. Il y a une centaine de pays. Il va y avoir plein de stands d'exposants, des distributeurs, des vendeurs, des gens qui essayent de trouver les financements pour faire un film, des lieux de tournage. Dans les palaces de la Croisette, on est prêt à répondre à toutes les demandes, même les plus originales. Sophie Bouche, gouvernante générale du Majestic. Ça peut être vraiment d'un bouquet de fleurs exotiques à carrément un changement de décoration. Si on me demande de changer une moquette, ce qui m'est déjà arrivé par le passé, mais généralement on fait tout pour que tout soit fait en ordre et à la demande de nos clients. Tout doit être comme si tout était normal et que ça demande aucun effort. Merci beaucoup to the festival de Cannes. Après Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, hier soir, c'est Tom Cruise et toute l'équipe du nouveau Mission Impossible qui monteront les marches du festival de Cannes ce soir et enflammeront la salle Louis Lumière. Frédéric Michel à Cannes pour Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Bruno Retailleau est l'invité de Sonia Mabrouk.